De presse, Olivier Delagarde à la une ce matin, les inondations dans le nord de la France. C'est une sensation très étrange que de marcher seul dans une rue inondée avec pour unique son ceux de sa respiration et de ses bottes. Cette expérience, c'est Pierre-Laurent Flamand qui l'a décrit dans La Voix du Nord ce matin. Le quotidien qui consacre 7 pages à ces crues dramatiques a dépêché ses reporters dans de nombreuses communes sinistrées, Bourte, Thérouanne, Blandec. Pierre-Laurent Flamand, lui, s'est rendu à Arques et il raconte. On la sent qui monte, la déprime, aussi insidieuse que l'eau, écrit-il. Dans la salle communale, les sinistrés sont accueillis par le personnel municipal et les élus. On est désespéré, explique l'une d'elles. Les gens qui sont ici sont exactement les mêmes que la dernière fois. Et la dernière fois, c'était il y a moins de 2 mois. Quelques kilomètres plus loin, Aire-sur-la-Lys. Ici, c'est un nœud hydraulique, raconte le maire. En 2017, j'ai demandé que la rivière soit curée. L'agglomération a donné son accord, mais le dossier doit être déposé auprès de l'État. Il faut que les réglementations tatillonnes s'arrêtent. Vous lirez tout ça dans La Voix du Nord. Mais la presse nationale n'est pas en reste. Libération, par exemple, interroge un prévisionniste de Météo France pour comprendre ce qui se passe. D'abord, il y a une succession de dépressions qui viennent de l'Atlantique Nord, explique François Gourand. Mais la différence avec les années 2000-2001, dernière crue record, c'est que le climat est plus chaud et qu'il y a donc plus d'eau qui s'évapore et des pluies qui tombent, qui sont plus soutenues. Les travaux du GIEC sont très clairs, poursuit-il. On s'attend à avoir des hivers plus pluvieux sur le nord. La situation actuelle est dans la tendance à laquelle on s'attend à l'avenir. Bref, c'est la malédiction du Pas-de-Calais, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Une malédiction qui n'empêche pas Rançon, le dessinateur du journal, de sourire. Lui qui rebaptise cette région les Hauts-de-France. Vous l'aurez compris, E-A-U-X. Ouais, j'ai vu que l'humanité parlait même de réfugiés climatiques à propos des sinistrés du Pas-de-Calais. Allez, on passe à la politique, Olivier Delagarde, avec toujours ces rumeurs de remaniement. Eh ben oui, c'est le feuilleton de la semaine, même si dans Le Monde, un conseiller de l'Élysée prévient, tout est possible, y compris rien. Pourtant, Claire Gatinois, dans ce papier, raconte que ça y est, Elisabeth Borne s'est faite à l'idée qu'elle allait quitter Matignon. Le Figaro, de son côté, consacre un long portrait à celui qui apparaît aujourd'hui comme son successeur le plus probable. On en parlait dès hier. Sébastien Lecornu. Dans ce papier que signe Tristan Quinomaupoil, le très macroniste Carl Olive explique que Lecornu, c'est le carré magique du président. Il est pragmatique, stratégique, loyal et de droite. Alors toujours à propos de loyauté, ne loupez pas ce matin l'interview de Clément Beaune. On sait qu'Emmanuel Macron n'a pas du tout apprécié qu'il ait pris la tête d'une conjuration de ministres il y a 15 jours. Alors, sentant que son avenir au gouvernement est hautement compromis, notre ministre des Transports se précipite à Canossa et dans Le Parisien pour tenter de sauver sa peau, et il sort les rames. Question de Pauline Théveniot. Le jour du projet de loi immigration, vous avez créé une boucle Telegram rassemblant les ministres de l'aile gauche. Je suis surpris qu'on soit surpris qu'il y ait des initiatives politiques. Il était pour moi important qu'on puisse avoir des discussions. C'est pas une question de chantage ni de menace. Mais pourquoi n'avez-vous pas démissionné comme Aurélien Rousseau ? Je respecte infiniment sa décision. Chacun s'engage différemment. Il y a encore de belles choses que je veux porter. Je défends les valeurs du macronisme depuis le premier jour. En interne, on vous reproche d'avoir manqué à votre devoir de solidarité. Je ne prétends pas tout bien faire. Qui le peut ? Mais il y a une chose que je n'accepterai pas, c'est qu'on me donne des leçons de loyauté. Je suis engagé depuis 10 ans auprès du président de la République. Vous voulez donc rester au gouvernement ? Les choses ne marchent pas comme ça. D'abord, il faut qu'on vous le propose, et puis il faut être utile. Tant que ces conditions sont réunies, je serai heureux de servir. Voilà, Emmanuel Macron aura-t-il le cœur de se séparer d'un ministre aussi serviable ? C'est pas facile, les rames, vous avez dit. On va terminer, Olivier Delagarde, cette revue de presse avec un entretien beaucoup moins sirupeux. Oui, là, ça sent même le vinaigre. C'est celle qu'Anthony Delon accorde à Paris Match cette semaine. Le fils du Guépard déclare qu'il vient de déposer une main courante à la police contre sa sœur Anouchka. Pourquoi ? Eh bien, il lui reproche de ne pas lui avoir communiqué une série d'examens subis par son père. Ces tests démontrent une dégradation cognitive qui place mon père en situation de faiblesse psychologique et donc de vulnérabilité, déclare-t-il. Ma sœur, qui travaille depuis 2018 pour la société de mon père, nous a caché ses résultats pour des intérêts personnels dont je me fiche aujourd'hui, explique Anthony Delon. Comprenez que peut-être demain, il s'en fichera beaucoup moins. Bref, vous avez aimé les relations dans la famille Hallyday ?
vous allez adorer celle de la tribu de Long. C'est donc à lire dans le Paris Match de notre ami Jérôme Béglé. Oui, qui est juste en face de vous. Jérôme, vous n'avez pas une petite coulisse à nous raconter sur cet entretien avec Anthony Delon, là ? C'est l'entretien qu'il donnera parce qu'il n'est pas en France en ce moment, Anthony Delon, il ne parlera pas. L'entretien a été fait jeudi après-midi et pour vous donner sa tonalité, il a été relu par beaucoup d'avocats. Les avocats d'Anthony Delon et les nôtres, parce qu'il y avait des choses qui étaient très, saignantes. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Bon. Donc ça se lit phrase par phrase. On n'en dit pas plus parce que vous allez raconter tout ça tout à l'heure dans Culture Média chez Thomas Ilanissa Dadi, n'est-ce pas ? Et Caroline Mangès qui est avec. Voilà, Caroline Mangès qui a fait l'entretien sera à vos côtés. Restez avec nous. Paris Match. Je vous le montre pour ceux qui nous regardent sur europe1.fr. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Cette recension des journaux. Attendez, le meilleur pour la fin. Recension, c'est bien. Recension. C'est un joli mot. Recension, c'est bien. Il a dit les Atrides, il a dit Canossa, je dis recension. Il y a de la culture sur Europe 1. Il faut toujours miser sur l'intelligence des auditeurs. Exactement. Je vais à Canossa. Moi, j'adore l'interview de Clément Beaune. J'adore parce que c'est un homme qui a peur. Je trouve ça formidable. Et il parle, vous savez, il parle comme ceux qui vont mourir parlent dans les films de Scorsese. Mais c'est exactement ça, quoi. C'est il a un la mort qui trouille, marche. mais il dit, mais chef, mais il va quand même en prendre. Voilà, ça va mal se passer. Oui. Il le sait, tout le monde le sait. Oui. Mais il parle et il pense qu'avec ses mots, il va se sauver alors que ses mots creusent sa tombe. C'est ça qui est formidable. Et on dit après, ces gens sont intelligents, mais il n'a pas de caractère, il devrait se taire. Oui. À la fin de Borsalino 2, Delon dit t'as perdu Volpone, et puis il met le type dans le feu de la locomotive. T'as perdu Volpone. Voilà, c'est pareil. Alors là il a perdu, il a joué, il a perdu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qui va se passer? Il n'ira pas à la prison de Pignerol, il n'ira pas à la Bastille, il n'y a plus de lettres de cachet, il n'aura plus sa voiture à cocarde.